que vous vous souvenez de cet astrophysicien poète aux cheveux longs? Nous sommes en train non seulement d'éradiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes. Donc il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. La liberté de pouvoir continuer à polluer impunément ou la liberté de pouvoir continuer à sortir de chez nous et à respirer un air qui est accessible. Il s'appelle Aurélien Barraud, c'est une des personnes qui m'a sincèrement le plus inspirée dans mon parcours intellectuel sur la question climatique. Il vient de sortir un nouveau livre, l'hypothèse K. Si je vous en parle, c'est parce qu'il m'a complètement retourné le cerveau dans le bon sens. J'ai eu la chance de le recevoir quelques jours avant et donc de l'avoir déjà fini. Vous pouvez le retrouver partout en librairie. Pourquoi je vous en parle alors que je fais rarement ça? C'est principalement parce qu'Aurélien a depuis décidé d'arrêter tous les plateaux TV, de répondre à plus aucune interview pour se concentrer sur sa recherche et que j'ai peur que ce livre fondamental passe en dehors des radars. Pour Aurélien Barraud, ce qu'on vit, c'est ni un drame écologique, ni une crise climatique, ni un délitement social, mais une catastrophe civilisationnelle. Voilà où nous en sommes. Un effondrement de la vie et une perte de sens. Le premier étant, en partie, une conséquence de la seconde. Alors en tant que chercheur émérite et professeur à l'université, il parle aussi beaucoup de la science, de la fameuse science dure. Pendant longtemps, on a présenté le problème écologique comme étant un peu un tableau Excel où il s'agirait uniquement de décarboner un petit peu toutes nos existences, de régler un problème avec des solutions. Et venant d'un chercheur, précisément un astrophysicien, qui s'inscrive en faux avec cette idée, c'est assez passionnant. Il dit par exemple au début du livre « La science demeure muette quant à ce qui est désiré. Elle peut aider à prévenir le suicide ou le meurtre, mais elle ne statue pas sur le caractère souhaitable ou regrettable de cela. Elle vit dans un paradigme qui lui est très difficile d'ébranler, puisqu'elle en est à la fois le socle et le produit. » Et un peu plus tard, ce passage aussi que je trouve magnifique, c'est une évidence qui semble-t-il ne mérite même pas d'être énoncée. Face à la catastrophe écologique, comme face à toute question sociétale signifiante, il faut plus de science. Elle seule nous sauvera. Vraiment. Cela ne va pas de soi. La science n'est pas intrinsèquement dans le camp du bien. Le fait est qu'elle devient aujourd'hui l'acolyte privilégiée de l'artificialisation globale du monde et par conséquent de l'éradication physique et symbolique de la vie. Ce n'est pas exactement un détail. Elle n'est évidemment pourtant pas non plus dans le camp du mal. La beauté et la grandeur de ses inventés ou de ses esquissés ne fait pas même débat. La science est sur la brèche, elle hésite, elle tritube. Elle implore d'être pensée et non plus seulement utilisée. Abandonnée elle-même, elle ne peut que se faire, pour l'essentiel, outil de corroboration et de déploiement de l'ordre dominant. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment un scientifique établi qui vient des sciences dites dures, de l'astrophysique, et qui s'est intéressé à la poésie, à la philosophie. Et donc, il pose une question qui est très souvent oubliée, c'est celle de la finalité. Pourquoi on fait les choses? Pas seulement comment on les fait. Il y a tout un passage sur l'énergie. On parle beaucoup d'énergie propre, d'énergie décarbonée, notamment le nucléaire. Mais on pose très rarement la question de dire à quoi va servir cette énergie. Concrètement, si on utilise de l'énergie nucléaire qui peut ne pas émettre de CO2, mais qui sert à tuer des enfants, si on utilise cette énergie pour détruire des animaux, est-ce que véritablement elle est souhaitable et désirable? Est-ce que c'est là qu'en tant que société on veut aller? Il a ce passage assez bouleversant. Chacun conviendra qu'une arme zéro carbone, entièrement recyclable, demeurerait dangereuse si elle était utilisée à des fins criminelles. Voilà pourquoi ce que nous tentons aujourd'hui, décarboner l'économie, la verdir donc, sans prendre le temps de comprendre que sa finalité demeure l'artificialisation systématique du réel et donc l'anéantissement de la vie ainsi dans une certaine mesure que l'éradication du sens. Fabriquer des armes létales estampillées biologiquement équitables relèverait de la farce. C'est pourtant l'exact analogue de notre actuelle manière d'envisager globalement la situation. Sans trop vous spoiler, son hypothèse, c'est d'habiter poétiquement le monde. Et c'est moins perché que ça en a l'air. Il y a des passages quand même qui restent très bien écrits et ça suffit pour que j'ai envie de vous les lire. Savoir et sentir que toute chose est plus qu'elle-même. Ne pas effondrer l'être dans la mesure, n'avoir plus à craindre de frôler le disséminé. Jouer avec l'inconfort et composer avec la finitude. Bien sûr que c'est un livre qui m'a particulièrement touchée parce que je viens de cette formation à la fac de la philosophie. Mais même si on passe de Kant à Heidegger, qui a plein de concepts philosophiques, ils sont toujours très accessibles. Donc vraiment, c'est une lecture, même si ça peut vous sembler loin, qui est accessible à tout le monde. Alors pour finir, je vous laisse sur ces mots. Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'habiter poétiquement le monde? Eh bien rien. Rien parce que cela n'ambitionne précisément pas d'être concret. Ni un programme, ni une charte, ni une règle, surtout pas une méthode. Une respiration plutôt, une attente exactement. Une invite, une incise, une trêve et un souffle. Un dessin sans dessin. Bonne lecture.